La majeure partie est en collaboration avec Zora. Donc, commençons par des choses, par rappeler des choses que tout le monde connaît, à mon avis. Donc, une catégorie est dite régulière si elle admet les limites finies, si les paires noyaux admettent des égalisateurs, et si les épimorphismes réguliers sont stables par feedback. Donc, comme exemple, on peut citer toutes les catégories algébriques, ou alors toutes les, pardon? Ou toutes les quasi-variétés. Alors, une autre propriété des catégories qui va là nous occuper pendant tout l'exposé comme exemple guidant, ça va être la notion de catégorie de Malcev. Une catégorie de Malcev, c'est une catégorie avec les limites finies pour lesquelles toute relation est difonctionnelle. Je vais rappeler la définition dans un instant, mais comme exemple classique, on a la catégorie des groupes abéliens, des algèbres de Heyting, groupes topologiques, même la catégorie duale des ensembles. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire par une relation est bifonctionnelle? Donc, si on prend une relation R sur un objet Z, donc un sous-objet de Z croix Z, et qu'on prend deux éléments généralisés de Z, c'est-à-dire deux flèches parallèles FG de Y vers Z, si les morphismes FF, FG et GG se factorisent à travers la relation, alors il en est de même pour le morphisme GF. Donc ça, c'est dans un contexte général. Maintenant, quand on est dans un contexte régulier, donc quand on est sur les catégories régulières, on n'est pas obligé de considérer une relation R, mais juste un morphisme de R vers Z croix Z. Donc on peut transformer de manière équivalente la propriété comme suit. Chaque fois qu'on a un diagramme, comme le diagramme ici en haut, donc R1, R2 représentent deux morphismes, donc en gros c'est un morphisme de R vers Z croix Z. Donc, chaque fois qu'on a un diagramme comme ceci, qui satisfait les égalités ici, alors on peut considérer le pullback justement de ce morphisme de R1, R2 le long de GF, et la projection Q de ce pullback doit être un épimorphisme régulier. Dans le cas où on a une relation R1, R2, le morphisme Q est un mono, donc demander que Q soit un épirègle, c'est la même chose que demander que c'est un iso, et donc que GF se factorise à travers la relation. Et dans le cas régulier, on n'est pas obligé de prendre une relation, on peut juste prendre un morphisme et donc demander que le pullback soit un épirègle. Donc, à partir de là, si maintenant je me plonge dans le contexte variétal, je peux utiliser cette propriété. Donc, imaginons que j'ai une variété de Malcev. Je peux utiliser cette propriété pour un diagramme particulier, un diagramme que j'ai écrit ici. Donc, où je prends comme objet Y, je prends l'algèbre libre sur un élément. Comme objet R, je prends l'algèbre libre sur trois éléments. Et comme objet Z, je prends l'algèbre libre sur deux éléments avec les morphismes. Donc ici, je prends les inclusions, et R1, R2, qui sont générés par les égalités ici au milieu. Donc, si j'applique ma propriété pour ce diagramme exact-là, je prends toujours le pullback de R1, R2 le long de GF, donc ici iota 3, iota 1, et mon morphisme Q doit être surjectif. Et donc, en particulier, ça veut dire que la variable Y admet un antécédent, et du coup, il existe donc un élément de l'algèbre libre sur trois éléments, c'est-à-dire un terme ternaire, M, tel que YM est dans le pullback. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'écris les équations correspondantes, j'obtiens les équations bien connues, que M de Y1, Y2, Y3, c'est Y3, et M de Y1, Y3, Y3, c'est Y1, c'est-à-dire l'équation de Malcev. Et donc, de ma propriété, en arrière, comme ça. Voilà, de ma propriété ici, qui décrivait les catégories de Malcev, j'ai trouvé, c'est pas moi, mais la preuve classique, c'est d'utiliser avec ce diagramme particulier-là, afin d'obtenir la caractérisation et donc le terme de Malcev. Et donc, question, comment est-ce que j'ai trouvé ce diagramme? Donc, comment trouver les bonnes algèbres libres avec les bons morphismes auxquels appliquer la propriété pour directement avoir le terme de Malcev? Donc ça va être la question qui va m'occuper ici pendant l'exposé. Et le but est de répondre à cette question pour une large classe de propriétés d'exactitude.
Donc, le plan de mon exposé va être comme suit. De un, j'ai fait la petite introduction. Ensuite, afin de répondre à cette question, il faut d'abord la formuler. Donc, je vais vous présenter une possible théorie formelle sur les propriétés d'exactitude. Et alors, je vais prendre un cas particulier de cette théorie-là, où je vais répondre exactement à la question que j'ai posée. Et puis, à la fin, si j'ai encore un peu de temps, je parlerai d'un cas légèrement plus compliqué où on peut avoir plus d'exemples. Donc, pour décrire cette théorie formelle des propriétés d'exactitude, j'ai d'abord besoin de la notion d'esquisse. Donc, qu'est-ce que c'est une esquisse? C'est un graphe fini où je l'équipe de trois sortes de conditions différentes. J'aurai des conditions de commutativité, donc c'est-à-dire des chemins, donc deux chemins parallèles, donc qui va me décrire des conditions de diagramme commutatif, ou des conditions de limite, qui vont être simplement un diagramme muni d'un cône au-dessus de ce diagramme-là, ou des conditions de colimite, donc un diagramme muni d'un cocône, pour me décrire une condition de colimite. Donc maintenant, je vais définir une série de notions comme ceci. À chaque fois, je vais prendre un exemple, et un exemple qui va être lié à la propriété de Malcev que je vous ai rappelé au début. Et donc ici, comme exemple d'esquisse, je peux prendre ceci. Donc où à gauche, j'ai le graphe fini de mon esquisse, et à droite, j'ai les conditions. Donc les 6 premières conditions ici sont, en gros, comment est-ce que je vais pouvoir composer les flèches U avec les flèches R ici, pour me donner soit F, soit G. La 7e condition, donc celle-ci, va simplement me dire que mon objet P va représenter le produit de Z croix Z, donc c'est une condition de limite. J'ai ensuite 2 conditions ici qui me disent comment je peux composer H avec P1 et P2, c'est-à-dire en gros que H va être le morphisme induit par F et G, et de même pour le morphisme K, qui est le morphisme induit par R1 et R2. Et enfin, je termine par une 2e condition de limite qui me dit que X va représenter le produit fibré de H le long de K. Donc voilà, ça c'est simplement une esquisse. Et quand on a une esquisse A et une catégorie C, je vais m'intéresser au modèle de A dans la catégorie. Si vous voulez, aux réalisations de mon esquisse dans la catégorie, ce qu'on a appelé les A-structures. Donc, qu'est-ce que c'est une A-structure? C'est simplement un morphisme de graphe entre le graphe sous-jacent à A et le graphe sous-jacent à C, qui envoie simplement les conditions de commutativité sur des diagrammes commutatifs, qui envoie les conditions de limite sur des limites, et qui envoie les conditions de collimite sur des collimes. Donc, ça fait rien d'étonnant. Donc, une fois que j'ai ça, je peux définir la catégorie des A-structures, que je note AC, comme ceci, où mes morphismes sont simplement mes transformations naturelles en 2 structures. Dans l'exemple précédent que je vous ai donné, qu'est-ce que c'est qu'une A-structure pour l'esquisse que j'ai donné il y a 2 slides? C'est simplement un diagramme comme ceci, où maintenant, on voit que P, qui devait représenter le produit de Z avec Z, a été remplacé réellement par le produit de Z avec Z, avec les projections P1 et P2. J'avais des conditions de commutativité qui me décrivaient H. Donc ici, elles veulent simplement dire que ce morphisme-là est le morphisme induit par F et G, d'une manière similaire pour R1 et R2 ici. Et maintenant, mon X est réellement le produit fibré dans la catégorie C de ces 2 morphismes-là. Donc, simplement une structure, c'est une réalisation dans la catégorie. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un séquent d'exactitude? C'est la donnée d'une esquisse B et d'une de ses sous-esquisses. Donc, par sous-esquisse, qu'est-ce que j'entends? J'entends simplement que le graphe associé à A est un sous-graphe du graphe sous-jacent à B, et toutes les conditions de A sont des conditions de B. Et donc, j'ai une inclusion de l'esquisse A dans l'esquisse B. Donc ça, c'est simplement un séquent d'exactitude. Et cette inclusion-là, par précomposition, me donne un foncteur, donc chaque fois que j'ai une catégorie, me donne un foncteur entre les B structures vers les A structures. Donc à chaque fois que j'ai une B structure, donc une plus grosse structure dans C, je peux la restreindre en une A structure. Donc dans notre exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? En noir, tout ce qui est dessiné en noir ici, c'était la A structure, c'était l'esquisse A que je vous ai définie. Et maintenant cette esquisse A, c'est une sous-esquisse de l'esquisse B, qui, là, il faut lire tout le slide pour voir l'esquisse B. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai rajouté?
ben, on a rajouté un objet RQ, deux flèches R1Q, R2Q, et deux conditions. La première qui dit que R1Q, R2Q représente la paire noyau de Q, et la deuxième que Q représente le coégalisateur de R1Q, R2Q. Donc, la donnée de A et B me donne mon séquent d'exactitude. Et une fois qu'on a un séquent d'exactitude, on peut se demander qu'est-ce que c'est une vérification de ce séquent dans la catégorie. Ben ici, ça va simplement être un inverse à droite pour la fonction objet du foncteur de restriction. Donc, on avait un foncteur qui allait des B structures vers les A structures. Donc, on a une fonction sur les objets et on demande un inverse à droite. Et l'existence d'une telle vérification, donc c'est ce que je vais noter ici par ce symbole-là, donc A turnstile C B. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe une telle vérification? Ben, ça veut dire simplement que pour toute A structure, je peux l'étendre en une B structure. Dans notre exemple, pour le cas de Malcev, donc, c'est-à-dire que pour tout diagramme comme ceci, donc pour toute A structure dans C, je peux l'étendre en une B structure, c'est-à-dire qu'il va exister une paire noyau pour Q, et que Q va être le coégalisateur de sa paire noyau. Donc, autrement dit, que Q va être un Y. Et ceci, c'est exactement la propriété que je vous ai décrite au début. Et donc, dans le cas régulier, ça veut simplement dire que la catégorie est de Malcev. Donc, ce séquent d'exactitude-là, dans le cas régulier, représente la propriété d'être une catégorie de Malcev. Alors, on peut se dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai demandé d'avoir un inverse à droite pour la fonction objet? Ça peut être un peu bizarre, mais on pourrait très bien demander d'avoir un inverse à droite pour le foncteur, carrément. C'est ce qu'on va appeler une vérification fonctorielle. Et donc là, qu'est-ce que ça dit? Ben, de 1, ça dit que toute A structure peut être étendue à une B structure, et que tout morphisme de A structure peut être étendu en un morphisme de B structure entre les extensions, et ceci de manière fonctorielle. Alors, très souvent, l'existence de vérification et l'existence de vérification fonctorielle, ça va être équivalent. Pas toujours, mais dans des cas assez simples. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si B, donc la grande esquisse, peut être construite à partir de l'esquisse A de manière vraiment constructiviste. Donc, étape par étape, on va soit ajouter un cône avec la condition que ce soit une limite, ou on va ajouter un cocône avec la condition que ce soit une colimite, ou on va ajouter des conditions. Vraiment, si on construit de cette manière-là, à chaque fois, on va avoir l'équivalence entre l'existence d'une vérification et l'existence d'une vérification fonctorielle. Et en plus, elles vont être uniques. Si elles existent, elles sont uniques à isomorphisme près. Et dans l'exposé ici, je ne vais toujours que considérer des B qui vont être construites de telle manière par rapport à A, et donc je vais toujours avoir cette équivalence. Et dans le cas que je vous ai décrit juste avant, et je vais encore de manière plus simple, toujours construire B de la même manière ici. Donc, j'avais une flèche Q qui allait de X vers Y dans mon esquisse A, et dans cet exposé, je vais toujours construire B en ajoutant un objet RQ, en ajoutant deux flèches R1Q, R2Q, avec la condition qu'elle représente la paire noyau de Q, et ensuite, j'ajoute la condition que Q représente le coégalisateur de sa paire noyau. Donc ici, B va toujours être construite de la même manière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une vérification pour ce séquent-là? Ça veut dire exactement la même chose que d'avoir une vérification fonctorielle, ou de manière équivalente, ça veut dire que pour chaque A structure, le morphisme, la flèche Q dans A va être envoyée sur un Y. Donc toutes les propriétés que je vais m'intéresser ici, ça va être des propriétés du type, donc toute A structure, cette flèche est un Y. Donc ça conclut la deuxième partie de mon exposé. Maintenant, je vais prendre un cas particulier de cette propriété d'exactitude, parce que ici, si je le fais pour un A général, je ne vais pas savoir dire grand-chose. Maintenant, je vais prendre vraiment des A que je peux travailler avec, dans le but d'avoir
cette caractérisation variétale. Donc, avant de donner la définition formelle, je vais... Ah, ça c'est pas logique. Non, ça c'est pas logique. La souris n'est pas toujours fiable. Oui, c'est ce qui était arrivé tout à l'heure. Il faut revenir en arrière. Voilà. Il y a les mains. Ok. Donc, les propriétés qui vont nous intéresser dans ce cas plus simple. Donc, oui, j'aurais dû revenir ici. Je vais d'abord décrire un cas simple et puis un cas un peu plus compliqué où on va avoir plus d'exemples. Donc, dans le cas simple, les propriétés vont être toutes construites de la même façon. On se dit pour tout diagramme de forme A0 ici c'est une catégorie finie. Donc on se donne dans notre catégorie un diagramme de forme A0 et de manière itérative on va construire des limites. Donc, de manière schématique ici je construis une première limite à partir de ce diagramme et puis j'en construis une deuxième et puis je peux construire des morphismes canoniques vers les limites. Un morphisme induit par la propriété universelle de la limite, et puis je continue en itérant comme ceci, donc je rajoute une limite, je peux même utiliser les limites que je construis sur le chemin, je continue à construire mes limites, à construire des morphismes canoniques vers ces limites, et à un moment j'obtiens un morphisme Q, et je demande que celui-ci soit un empirique. Simplement. Donc, toutes mes propriétés que je vais m'intéresser, pour l'instant, ça va vraiment être décrite de cette manière. Je prends un diagramme, je fais des constructions de limites, et il y a un morphisme canonique qui doit être en empirique. De manière plus formelle, qu'est-ce que je demande? Je pars d'une catégorie finie A0, je devrais dire plutôt de son esquisse sous-jacente. Donc l'esquisse sous-jacente à la catégorie, elle a le même graphe que A0. Les conditions de commutativité sont celles induites par A, donc toutes les conditions tous les diagrammes qui commutent dans A0, et j'ai aucune condition de limite ou de colline. Donc je pars de A0, et étape par étape, exactement comme je l'ai décrit avant, je vais construire une esquisse A1, A2, A3, etc., jusqu'à un certain point, jusqu'à une esquisse AN, qui va être mon esquisse A. Et à chaque étape de ma construction de mon esquisse A, donc pour aller de AI à AI plus 1, je vais utiliser 4 procédures différentes. Je vais les décrire dans un instant, mais en gros, ça va être, le principal, c'est ajouter une limite ou ajouter un morphisme canonique. Et avant de décrire ça, je finis la définition. Donc, B, comme j'ai dit avant, il va être construit simplement comme AQ, exactement comme je l'ai défini avant, donc, ça va décrire la propriété Q est un empirique. Donc, quelles sont les 4 procédures ABCD que j'ai? Donc, première condition, donc première procédure pour passer de AI à AI plus 1. Imaginons que j'ai un diagramme ici, donc ça représente un diagramme dans mon esquisse AI. Je vais simplement ajouter un objet C, des flèches pour faire un cône au-dessus du diagramme, et la limite, et la condition limite que ce cône décrit, une limite au-dessus. Donc, ce qui est en rouge, c'est ce que je rajoute pour passer de AI à AI plus 1. Donc, là, j'ai rajouté simplement une limite. Opération B, je parle de ceci dans mon esquisse AI. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une condition limite, donc un cône de sommet C au-dessus d'un diagramme D, avec la condition que c'est une limite. Et j'ai un cône au-dessus de A, au-dessus du même diagramme, avec la condition, les conditions de commutativité pour que ce soit un cône. Et quand j'ai ceci, pour passer à AI plus 1, j'ajoute simplement une flèche de A vers C, avec les conditions que F doit satisfaire pour être le morphisme canonique du cône vers ma limite. Après, les conditions C et D, elles sont pas vraiment importantes, je vais les passer rapidement, mais c'est surtout A et B qui sont importantes. C, donc qu'est-ce que je peux construire? Simplement, je peux ajouter une condition de commutativité qui est redondante, donc qui est valide déjà dans ma AI structure. C'est pas très important, je peux ajouter une condition qui est déjà vérifiée. Pour la partie technique, c'est important.
Et si j'ai un chemin, je peux ajouter une flèche qui va être la composée de ce chemin. Voilà. Donc, c'est pour le détail, mais surtout A et B, c'est ce qui est important. Et alors, ça a encore... ah oui, non, pardon. Je reviens à mon exemple de Malceff. Donc, les conditions, les séquences d'exactitude que j'ai décrites ici, je vais les appeler de type simple. De type simple parce qu'elles ont une construction assez simple comparée au type composé que je vais décrire à la fin de mon exposé. Et donc, pourquoi est-ce que la propriété, donc le séquence d'exactitude pour la propriété de Malceff que j'ai décrit avant est de type simple? Je peux exactement le construire comme je l'ai décrit. Donc, je vais partir de cette esquisse-là. Donc, c'est l'esquisse sous-jacente à une catégorie. Ici, on a une catégorie. J'ai omis de dessiner les flèches d'identité, mais vous pouvez les imaginer, avec les conditions de commutativité qui en découlent. Donc, je pars d'une catégorie, et petit à petit, je vais construire mon esquisse A telle que je vous l'ai décrite. Donc, premièrement, je vais utiliser une opération A pour représenter le produit de Z avec Z. Ensuite, je vais utiliser une opération B pour construire le morphine canonique induit par ce produit et les flèches F et G. Donc ça, c'est une opération B. J'utilise une deuxième opération B pour construire le morphine canonique de R1, R2 vers le produit. Et enfin, j'utilise une deuxième condition A pour construire le pullback de H le long de K. Une nouvelle fois, il y a des opérations C et D que j'ai dû utiliser, mais je les mets sous le tapis parce que c'est pas sur ça que je me focaliser. Et donc, ça montre que l'exemple de du séquence d'exactitude pour la propriété de Malceff est bien de type simple. Alors, il y a un lemme. En fait, on peut les décrire de manière plus simple. Ces séquences de type simple. En fait, chaque fois que j'ai un tel séquence d'exactitude, je peux trouver un autre séquence d'exactitude aussi de type simple qui lui est équivalent. Donc, par équivalent, je veux dire qu'il décrit la même propriété, mais où je n'ai utilisé que deux procédures A. Je n'ai utilisé que deux limites. Et en fait, de manière schématique, qu'est-ce que je fais? Je pars de mon diagramme A0. Je construis une première limite de sommet X, donc j'utilise une opération A. Je construis une deuxième limite de sommet Y. Donc, la première limite est sous un diagramme que j'appelle dx, la deuxième sur un diagramme que j'appelle dy. Et puis, je construis... William. Oui, non, c'est rien. Ah oui. Ah oui. Il y a un deuxième William dans le monde. Donc, ensuite, j'utilise une opération B pour construire un morphine canonique de X vers Y. Et c'est un morphine canonique dans quel sens? Ben, simplement, pour chaque H dans HY, donc pour chaque objet de mon diagramme ici, la composée de Q avec la projection relative à H, ça va être égal à une projection sur donc une des projections pour cette limite-là, que j'appelle projection sur KH, suivie d'un morphisme dans ma catégorie de base, que j'appelle QH. Donc, la propriété, c'est je construis une limite, un morphisme canonique, et je demande que ce soit un équivalent. Et maintenant, pour toutes ces propriétés-là, je vais vous montrer comment choisir le bon diagramme pour avoir la condition de Malceff sous-jacente. Et en bonus, on va avoir une généralisation des opérations approximées au sens de Dominique et Zola. Donc, afin de faire ceci, j'aurai besoin des extensions de Cannes à gauche. Et je crois que ça c'est le nouveau point de vue sur ces opérations approximées. Donc, maintenant, je me fixe une catégorie régulière avec colimite finie. Colimite finie pour pouvoir calculer mes extensions de Cannes. J'ai ici mon diagramme DY. Donc, ça, c'est le diagramme à partir duquel j'ai construit ma deuxième limite. Ma limite pour le codomaine de ma flèche Q. Ce diagramme, il induit un foncteur des A0 structures vers les HY structures, simplement par précomposition. Et vu que ma catégorie C
admet les colimites. Ce foncteur-là admet un adjoint à gauche, calculé par la formule des extensions de Cannes point par point. Donc, je calcule vraiment cet adjoint-là en calculant en quelques colimites. Et donc, pour chaque diagramme E de forme HY, je lui associe de manière universelle un foncteur qui va de A0 vers C, une A0 structure dans C. Ensuite, à partir de A0, j'ai construit petit à petit, en suivant les procédures, l'esquisse A. Et cette inclusion induit un foncteur entre les A structures et les A0 structures, encore une fois, par précomposition. Mais c'est pas très difficile à voir que ce foncteur, donc, qui va de A0 structure vers les A structure vers les A0 structure est une équivalence. Pourquoi? Chaque fois que j'ai un diagramme de forme A0 dans C, il existe une seule manière de m'ajouter les limites que je dois ajouter. À isomorphisme près, j'ai une seule manière de construire les limites de l'algorithme, et j'ai une seule manière de construire les morphismes canoniques induits par ces limites. Et donc, ce foncteur alpha C induit vraiment une équivalence de catégorie. Et donc, mon extension de Cannes donc de la catégorie de A0 structure peut s'étendre, donc l'extension de Cannes qui est une A0 structure dans C, s'étend de manière unique en une A structure dans C. Et cette A structure va être donc l'extension de Cannes, le long du morphisme dy alpha. Donc l'extension de Cannes de E, le long de ce morphisme-là. Et donc, ceci veut dire que le foncteur induit par la composée alpha dy, donc il va de A structure vers HY structure, admet un adjoint à gauche, qui est décrit juste comme je viens de vous le décrire. Et maintenant, je vais utiliser un cas particulier de ceci. Chaque fois que j'ai un objet dans C, je vais considérer le diagramme constant sur HY. Donc en gros, à chaque objet de HY, je lui envoie l'objet C, et à chaque flèche de HY, je lui envoie l'identité sur C. Ça me donne un diagramme dans C. Et je peux, universellement, donc je peux prendre son extension Cannes à gauche, de ce diagramme constant, pour avoir une A structure dans C. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à chaque objet de ma catégorie, de manière universelle, en calculant les extensions de Cannes à gauche, j'ai construit une A structure dans C. Et en plus, j'ai une transformation naturelle qui va de delta C vers la composition de ce morphisme-là et de mon extension de Cannes. Donc l'extension de Cannes ici, elle va être importante dans l'exposé, donc je la note LC. Donc LC, c'est juste la A structure universellement associée à n'importe quel objet de ma catégorie. Donc, si je redessine ça de manière schématique, j'ai le diagramme, donc ceci est le schéma dans ma catégorie C. Donc ici, le cercle, donc le disque plutôt représente le diagramme de forme HY. Donc, c'est vraiment la composée ici, donc de ce morphisme de graphe ici avec LC. Et donc, vu que LC est une A structure, puisque j'avais demandé que Y représente la limite de ce diagramme dy, LC de Y est la limite réelle de ce diagramme-ci. Et de plus, mon unité ici de mon adjonction, ma counité, qui va de delta C vers la composée ici, ça décrit simplement un cône de sommet C au-dessus de ce diagramme. Et donc, ici, le cône, il est représenté sur la gauche ici. Et donc, j'ai un cône au-dessus d'un diagramme, et LC de Y, c'est la limite de ce diagramme-là, et donc je peux construire le morphisme canonique qui va de C vers LC de Y. OK, et dernier élément de la construction pour aujourd'hui. Donc, j'ai ce morphisme EC, et j'ai le morphisme LCQ, donc c'est simplement la flèche Q où je lui applique la A structure universellement associée à l'objet C. Donc ça, c'est une flèche qui va de LCX vers LCY. Je peux en prendre le produit fibré et j'obtiens la flèche gamma C qui va d'un certain objet vers C
Et le certain objet, vous voyez que j'ai noté app de C pour opération approximée, parce que dans le cas de la propriété de Malceff, ou même dans tous les autres cas, exemple, ça va décrire l'objet des opérations approximées, au sens de Dominique et de Zohar. Donc je reviendrai plus tard sur ces exemples, mais dans tous les exemples couverts par cette théorie, et même pour les autres dans le cas composé, ça me donne une généralisation des opérations approximées. Théorème, le théorème principal de l'exposé. Donc, je me suis donné une catégorie régulière finiment complète, C, et un séquent d'exactitude de type simple. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes. La catégorie C satisfait la propriété décrite par ce séquent, c'est-à-dire pour toute A structure, la flèche Q est un épirègle. Ça, c'est la même chose que de dire pour tout objet C, le morphisme LCQ est un épirègle. Donc, au lieu de regarder toutes les A structures, je peux me contenter de regarder simplement les structures universellement associées à un objet. Et ça, c'est équivalent à dire que pour tout objet C, le morphisme gamma C est un épirègle. Donc, de manière équivalente, je peux demander que soit celui-là est un épirègle, soit celui-ci. Dans notre exemple, qu'est-ce que ça fait? Donc, on avait, dans l'exemple de Malceff, j'ai ici à droite la description de ma catégorie A0. C'était la catégorie de base dans laquelle j'allais construire l'esquisse A pour décrire la propriété de Malceff. L'objet Y, je dois le décrire comme une limite construite à partir de cette catégorie. Mais il est déjà présent dans la catégorie, donc ça va être une limite triviale. Ça va être une limite sur un objet. Le Y est la limite au-dessus de l'objet Y. Et donc, mon graphe HY, c'est simplement le graphe avec un objet et 0 flèche. Et le diagramme, ben, j'associe l'unique objet sur Y. Puisque Y est la limite au-dessus d'Y. Maintenant, je veux construire l'extension de Cannes le long de ce morphisme pour le diagramme constant au-dessus de C. Et ça, c'est quoi? Ben, il suffit juste d'appliquer la formule d'extension de Cannes point par point, et ça va me donner ce diagramme que vous voyez. Alors, pourquoi est-ce que ça me donne ceci? Et ici, j'ai C simplement parce que je n'avais qu'une seule flèche de Y vers Y, identité. Ici, j'obtiens 3C simplement parce que j'avais 3 flèches de Y vers R. Et ici, j'obtiens 2C simplement parce que j'avais 2 flèches de Y vers Z. Donc ici, c'est assez simple de calculer l'extension de Cannes à gauche, parce que mon diagramme, enfin mon graphe HY est vraiment simple. De toute façon, même s'il est un peu plus compliqué, c'est juste la formule de colimite. Donc il y a rien de bien difficile. Maintenant que j'ai donc ça c'est ma A0 structure, je dois la compléter en une A structure, donc j'utilise l'algorithme que j'ai décrit. Donc d'abord, je rajoute le produit de 2C avec 2C, donc c'est 2C carré. Ensuite, le morphisme induit ici, donc c'est iota 1, iota 2. Et puis le morphisme induit par ces deux flèches ici, c'est décrit par cette matrice ici. Et enfin, je prends le produit fibré de iota 1 et iota 2 le long de ce morphisme. Et donc, ceci, cette flèche que j'ai dessinée à gauche, c'est mon LCQ. Et donc, être une catégorie de Malceff, c'est équivalent à dire que pour tout C, ce morphisme-ci est un épirègle. OK? Et on avait vu dans le théorème principal que ça, c'était aussi équivalent au morphisme gamma C pourrait être un épirègle. Donc, il faut que pour voir qu'est-ce que ça veut dire, je dois construire le morphisme gamma C. Donc, pour ça, je dois d'abord construire le morphisme canonique de C vers l'image de Y. Et ici, donc, c'est de C vers C, le morphisme canonique, c'est l'identité. Donc, si je prends le produit fibré, je retrouve LC de Q. Et donc, mon objet ici, A de C, qui est décrit par ce produit fibré ici au-dessus, c'est l'objet dans les opérations approximées au sens de Dominique et Zohar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai 3 morphismes
de C vers un objet W, disons, je peux en prendre leur opération de Maltsev, approximée. Donc, je forme d'abord le morphisme de 3C vers W, qui induit, et je le précompose par ce morphisme ici. Et le morphisme LCQ me décrit l'approximation de C dans AP de C. Donc, voilà pour l'exemple de Maltsev. Donc, ça, c'était dans le cadre régulier, avec coproduit. Maintenant, dans le cas variétal, qu'est-ce que j'ai? J'ai le théorème suivant. Donc, maintenant, excusez-moi, V est une variété algébrique et je considère toujours un séquent d'exactitude de type simple. On a les conditions suivantes qui sont équivalentes. Donc, les trois premières, c'est j'ai copié le théorème précédent dans ce cas-ci, où maintenant, épirèque veut dire surjectif puisque je suis dans une variété. Et donc, le fait que V satisfasse la propriété associée au séquent d'exactitude, c'est la même chose que demander que pour tout algèbre C, gamma C soit surjectif. Alors, on peut aller plus loin, et au lieu de demander que pour tout algèbre C, gamma C soit surjectif, je peux simplement demander que gamma de l'algèbre libre sur un élément soit surjectif. Donc, gamma C, je veux dire gamma de cet algèbre-là, ça donne un morphisme comme décrit ici. Et je peux encore aller plus loin, et il suffit en fait de dire que X est dans l'image de ce morphisme-là. Donc la variable X, si je lui trouve un antécédent ici, donc, le fait que X soit dans l'image de ce morphisme-là, c'est équivalent au fait que ma variété satisfasse ma propriété. Et ça, donc, on a, ok, ben, la variable appartient à ceci, et on peut décrire, du coup, la condition de Maltsev qui est associée. Alors, je l'ai écrite ici, je ne vais pas la parcourir en détail, mais c'est juste pour vous montrer que je sais l'écrire de manière explicite. Donc, en gros, pour chaque cas, donc, dans le cas de X, quand le graphe va me décrire la limite X, je vais avoir un terme qui va satisfaire des équations. Les équations, ben, vous vous doutez qu'elles vont dépendre de mes QH et de mes KH dans la propriété de base. Forcément, elles vont dépendre de la propriété. Mais ce qui est plus intéressant à remarquer, c'est que ici au-dessus, l'équation elle est de la forme un terme de certaines variables égale un terme d'autres variables. Et la deuxième équation elle est de la forme un terme de certaines variables égale une variable. Et donc ça, en fait, on voit que ce sont des conditions de Maltsev linéaires. Et donc, toutes les propriétés que je vous ai montrées, en gros, se caractérisent par des équations de Maltsev linéaires. Ok. Donc, maintenant, là, oui, c'est ça. On peut se demander quels autres exemples on a de ces propriétés qui peuvent être décrites par des types simples. Ben, on a toutes les conditions de matrice de Zohar. Donc, les conditions matricielles, je ne vais pas rappeler ce que c'est, mais en gros, ça inclut Maltsev, impermutable, arithmétique, majoritaire, et d'autres propriétés de ce type-là. Donc, on a toutes ces propriétés-là. On a également les conjonctions de ces propriétés-là, les conjonctions finies, je veux dire, puisque, bon, très souvent, la conjonction de deux propriétés matricielles donne une propriété matricielle, mais pas toujours. Donc, ça donne encore quelques exemples en plus. Et question, est-ce qu'il existe d'autres exemples? Ben non. Il n'existe pas d'autres exemples. Pourquoi? Parce que on a ce théorème-là. Donc, chaque fois qu'on a une propriété sur les catégories régulières, elle peut s'écrire sous la forme d'un séquent d'exactitude de type simple, si et seulement si c'est la conjonction finie de propriétés matricielles. Donc, toute propriété qui s'écrit sous la forme je pars d'un diagramme, je construis des limites et je demande qu'un morphisme soit un épirègle, c'est une propriété matricielle, ou du moins la conjonction de propriété matricielle. Et donc, ici, j'ai dit conjonction finie. En fait, je peux soit en prendre une, soit deux, c'est suffisant, puisque c'est suffisant à dire que soit P est une condition matricielle, soit c'est la conjonction d'une propriété matricielle avec la propriété que tout objet ait un support global, c'est-à-dire que toute flèche de C vers 1 soit un épirègle. Et alors, comment est-ce que je peux prouver un théorème comme ça? Ben, le fait que chaque conjonction finie de propriété matricielle peut se décrire sur la forme de type simple, comme ceci, ça il suffit d'écrire la propriété, on voit que ça respecte la construction, et voilà. Maintenant, dans l'autre sens,
quand j'ai un séquent d'exactitude de type simple, comment dire, ok, en fait, c'est juste une conjonction finie de matrices. Ben, on peut voir la preuve comme suit. Je vais juste faire un sketch de la preuve. On va d'abord se dire que C va satisfaire la propriété associée à ce séquent si et seulement si sa procomplétion la satisfait. Ça, c'est en utilisant un autre théorème de Zurab et moi. Pour une large classe de propriétés, on a écrit cette équivalence-ci. Mais maintenant, la procomplétion, j'aurais dû dire la incomplétion. Donc ici, elle est décrite par les foncteurs qui préservent les limites finies de ces ob V7. Cette catégorie-là est une catégorie essentiellement algébrique. Et donc on pourrait refaire la même caractérisation, donc je vous ai montré la caractérisation dans les variétés. Dans le cas des catégories essentiellement algébriques, on a la même chose. On a les mêmes équations, les mêmes conditions de Malceff. Et donc, on a des conditions de Malceff linéaires. Et comme l'a montré Zurab, les conditions de Malceff linéaires peuvent s'écrire sous forme matricielle en utilisant une ou deux matrices. Donc, on a que la incomplétion. Donc, c'est équivalent au fait que la incomplétion satisfait une ou deux conditions matricielles. Et puis, on réutilise le théorème précédent en disant que ça, c'est équivalent au fait que C satisfasse les conditions matricielles. Alors, j'ai légèrement triché ici, parce que pour utiliser ce théorème qui dit que C satisfait une propriété, C seulement si sa incomplétion la satisfait aussi, il faut normalement que C ait les colimites finies. En général, il l'a pas, et c'est pour ça que je dois utiliser encore un peu plus le théorème d'équivalence que j'ai mentionné, mais sa version duale. En fait, je vais d'abord remplacer C par sa procomplétion, qui elle a les limites les colimites finies, et refaire la même preuve avec la procomplétion, et puis je prends la incomplétion de la procomplétion de C, et tout marche. Voilà. Maintenant, évidemment, une critique claire qu'il pourrait y avoir, c'est dommage de faire toute une théorie où en fait les exemples sont seuls les conditions de matrice. En effet, c'est pour ça que je vais juste jeter un œil. Il me reste combien de temps? Je dirais largement 5 minutes, mais si tu prends 10 minutes, ça va aussi. Ok, non, mais c'est bon, je ne vais pas plus. Donc, je vais décrire un cas légèrement plus complexe, et le but est d'englober là-dedans la protomoléarité. Donc, la protomoléarité, on sait que c'est pas une condition matricielle. Pourquoi? Parce que sa caractérisation variétale n'est pas une condition linéaire, puisque j'utilise la condition, c'est qu'il existe des pi et des différences, c'est que pi de la différence, donc j'ai des termes emboîtés, donc c'est pas du tout linéaire. Donc, ce n'est pas une condition matricielle. Par contre, j'aimerais bien l'englober dans cette théorie. Et en fait, je peux le faire en deux étapes. Au lieu de faire une étape comme avant, donc pour le type simple, ici, je vais faire deux étapes. C'est-à-dire que je vais toujours comme avant partir d'une catégorie à 0. Étape par étape, je vais construire des limites et des morphismes canoniques pour arriver à une esquisse à 0, 0. Et puis, je vais étendre un peu plus cette esquisse-là, mais sans ajouter de conditions de limite. Et puis, je continue à construire des limites pour arriver à 1. Donc, le type simple, je m'arrêtais ici. Et pour le type en deux étapes, je continue encore un peu plus. Qu'est-ce que ça donne pour la protomoléarité? En fait, c'est quoi la protomoléarité? C'est pour tout diagramme comme ceci. Donc, en fait, ici, j'ai un point au-dessus de W avec une flèche de V vers W. Donc, ça, c'est ma catégorie A0. Maintenant, je vais construire des limites. En fait, je vais en construire qu'une seule. Le produit fibré de F le long de P. Donc, ça, c'est ma catégorie, c'est mon esquisse ici A0, A0. Et maintenant, je dois demander que F' et S sont conjointement fortement épimorphiques, ou autrement dit, que si elles se factorisent à travers une flèche commune, ce morphisme est un épiré. Donc, je vais étendre mon diagramme ici en un diagramme de forme A1, comme ceci, et où je vais demander que Q est un épirique. Donc, j'ai vraiment une construction en deux étapes. J'ai vraiment
2 fois. Donc, je suis parti d'un diagramme, comme ici. J'ai construit des limites. Là, je ne savais plus construire des limites pour décrire ma propriété. Donc, j'ai rajouté des flèches qui ne sont pas décrites par des limites. Et donc, on peut faire ça, non pas pour 2 étapes, mais pour un nombre arbitraire d'étapes. Et on va avoir tous les mêmes résultats. Donc, on va généraliser la théorie des opérations approximées. On va caractériser les catégories régulières finiment co-complètes qui satisfont ces propriétés-là, toujours au moyen d'extension de Cannes à gauche. Et on va caractériser les variétés par le même théorème, donc les variétés qui satisfont à ces propriétés-là. La seule différence, c'est que dans mon cas, à une étape, j'arrivais à écrire la condition de Matsev explicitement. Ici, j'y arrive pas. Déjà, on voit la protomolarité, la condition de Matsev est quand même beaucoup plus évoluée. Donc, dans un cas à 50 étapes, j'imagine que j'aurai un emboîtement de 50 termes. Donc, je vais pas réussir à écrire de manière formelle la condition de Matsev qui était associée. Mais j'arrive à dire tout ceci ici. Donc, à part le dernier point, tout ceci va être vérifié également. Et donc, je pouvais pouvoir dire que c'est équivalent au fait que X soit dans l'image mon morphisme gamma. Voilà, je livre un élément. OK. Je vais même pouvoir encore aller un peu plus loin. Et je vais pouvoir remplacer épimorphisme régulier partout par épimorphisme fort, dans le but de plus avoir le contexte régulier, mais le contexte simplement infiniment complet. Si je fais ça, tout marche encore aussi bien, sauf que je ne peux plus parler de gamma ici. Donc si je reprends mon théorème, je dois enlever la dernière condition, parce que si LC de Q est un épirègle, un épiphore, vu que les épiphores ne sont pas stables par putback, je n'ai pas forcément que gamma C est un épiphore. Sinon, le reste fonctionne. Et donc, dans le cas, donc je peux faire ceci dans le cas des catégories de Maltsev, parce que les catégories de Maltsev admettent aussi une description en 2 étapes. Simplement, je n'ai pas de tableau pour écrire, mais on peut décrire une catégorie de Maltsev par le fait que si je prends 2 points sur le même objet, je prends le produit fibré, les 2 flèches vers le produit fibré sont jointement fortement épimorphes. Et donc ça, c'est exactement comme la protomolarité, c'est une construction en 2 étapes. Et si j'utilise cette description-là des catégories de Maltsev, j'ai le théorème suivant. Donc, une catégorie finiment complète avec les produits binaires, les coproduits binaires, c'est une catégorie de Maltsev si et seulement si ce morphisme-ci est un épiphore. Donc, le morphisme qui part de la 4e copuissance de C vers la paire noyau de la codiagonale. Donc, c'est une description des catégories de Maltsev assez simple. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle ou à distance? Tout merci pour ce très exposé. Je trouve le travail très intéressant. J'ai juste une petite philosophie. C'est-à-dire que une des forces géocatégorie. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je pense qu'une des forces de la géocatégorie, c'est la simplicité. Et en fait, on peut toujours dire qu'une catégorie de maths, c'est une catégorie où relation réflexive et symétrique. Ouais. Et au fond, la protomodularité, c'est extrêmement puissant et c'est une simplification de produits fibrés. Juste dire que c'est 1 plus 2, 1 est un produit fibré, et 2, ouais. On a un qui somme 2, alors 2 est un produit fibré. Donc, ma seule réflexion, c'est qu'en fait, si on veut convaincre les algébristes universels de l'intérêt des notions catégoriques qui permettent de comprendre la variété algébrique universelle,
c'est peut-être un peu difficile de le faire en faisant cette description. Mais je comprends très bien que le but est différent. Le but de ce travail, c'est d'avoir un dictionnaire complet où chaque propriété d'exactitude peut être traduite de manière précise, dans des conditions diagrammatiques. Mais voilà. Oui, je comprends tout à fait le point. Je partage avec toi mon hésitation parce qu'il existe des manières d'exprimer des propriétés d'exactitude qui sont extrêmement simples. Ce serait sympathique d'identifier peut-être parmi les propriétés d'exactitude auxquelles on s'intéresse, celles qui peuvent exprimer de cette manière. Comme Maltzer et Porte-Moderne, du point de vue des limites finies, en termes de propriétés d'exactitude. Oui, c'est ça. Mais évidemment, ici, j'avais envie de dire, c'est une théorie formelle de ces propriétés simples. Parce qu'en fait, vraiment, les propriétés sont la forme, je construis deux limites, un morphisme canonique, et je demande que ce soit une surjection, un épy. Donc, c'est vraiment l'idée de considérer ces propriétés d'exactitude vraiment simples, mais du coup, de manière formelle, pouvoir en tirer. Oui, ici, c'était vraiment le but de voir comment est-ce que je pouvais les caractériser et comment avoir le bon diagramme pour avoir la propriété de myself qui est associée. Autre remarque? René, tu voulais dire quelque chose? Je sais pas que ton micro est ouvert. Il est ouvert mon micro, oui. Oui, j'aurais beaucoup. Enfin, c'est marrant parce que j'étais en train de renoncer à parler et puis tu t'en es rendu compte alors. Voilà. Bon, j'avais une petite question tout à fait mineure. C'était sur le mot dysfonctionnel qui était employé au début. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi il y avait ce mot. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que par ailleurs, il y a une notion qui existe, la notion de relation dysfonctionnelle. Est-ce que c'est la même notion ou pas? Oui, c'est exactement la même. C'est-à-dire, c'est la notion telle que c'était employé, par exemple, par Riguet, hein, je crois que c'est lui qui a introduit ça. C'est bien la même notion, d'accord. C'est ça, oui, de manière interne. De manière interne, c'est la notion, c'est-à-dire, ça veut dire que la relation composée avec la relation opposée et composée avec elle-même, c'est elle-même. C'est ça, quand on a la régularité. Ah oui. Quand on n'a pas la régularité, on ne peut pas la décrire de cette manière-là, puisqu'on ne s'est pas composé d'aclation. Oui. Mais sinon, avec la régularité, oui, c'est totalement équivalent à ça. D'accord. Mais alors, comment tu l'as décrit quand tu n'as pas la régularité? J'ai pas compris. Tu l'as dit au début, mais c'était trop vite pour moi. Donc, on peut considérer F et G comme réellement des éléments de Z, des éléments généralisés. Oui. Donc, on a réellement que si F est en relation avec F est en relation avec G, et G est en relation avec G, alors G est en relation avec F. Oui. Et par être en relation avec, qu'est-ce que je veux dire? Simplement que le morphisme canonique Y il est là-haut. Oui, d'accord. Ah, ok. C'est-à-dire c'est décrit en quelque sorte à la main, élément par élément, avec des éléments au sens catégorique d'accord. Ok. Et alors j'avais maintenant peut-être une remarque plus intéressante parce que ça c'était quelque chose que j'avais pas compris. Alors par contre, je trouve que l'usage qui est fait des esquisses ici, et, si j'ai bien compris, ça sert à décrire avec des conditions, avec le A inclus dans B, etc. Ça sert à décrire des choses qui sont des notions qui sont décrites habituellement, disons dans la logique du premier ordre, hein, par exemple, et simplement ça suit cette description pour fabriquer une esquisse de ce qui est ainsi décrit. Est-ce que si je comprends bien? C'est-à-dire la description que tu fais à chaque fois dans les exemples, tu dis voilà, je veux rajouter ceci, cela avec une factorisation. Mais tout ça, évidemment, on peut le dire. Bon, donc la question que je me pose, c'est
comment exprimer la question? Pourquoi en quelque sorte, tu montres que ça marche dans certains exemples, mais cette manière de décrire par esquisse, on peut la mettre en œuvre dans les différentes notions d'exactitude, en quelque sorte, plus ou moins fines, qu'on rencontre dans des contextes plus ou moins fins. Mais ça ne fournit pas pour autant une classification, un principe voilà, ça fournit pas un principe de classification des notions d'exactitude. C'est-à-dire, il manque à cette théorie formelle une espèce de principe qui dit, voilà, si je fais une esquisse de telle ou telle façon, ben, ça va nous fournir une notion, c'est-à-dire, ça va nous fournir une notion d'exactitude parmi lesquelles il y aura les exemples. Mais en quelque sorte, ce qui est fait pour l'instant, c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop large, puisque ça, a priori, ça va nous donner une théorie formelle. Ça devient exagéré d'appeler ça théorie formelle d'exactitude. C'est ça que je veux dire. C'est une théorie générale une théorie formelle. C'est une proposition et on sait clairement qu'elle a des défauts, qu'elle ne couvre même pas tous les exemples. C'est vraiment une proposition pour un certain type oui, mais c'est une théorie formelle, je dirais, de la satisfaction. Mais pourquoi de l'exactitude? Donc ici, exactitude, c'est dans le sens naïf qui pourrait être interprété comme propriété qui s'exprime en fonction de limites et de colimites. Oui, alors à ce moment-là, on est en train de tourner autour du pot parce que justement, je disais que les propriétés qui s'expriment en termes de limites et de colimites, c'est toutes les propriétés en fait. Hein. C'est-à-dire notamment tout ce qui se dit en logique du premier ordre peut s'exprimer en termes de limites et de colimites. Et comme c'est toutes les propriétés, c'est exagéré de dire que c'est les propriétés, d'appeler ça la théorie formelle d'exactitude, parce que il y a des propriétés qui se disent en logique du premier ordre, dans lesquelles on voit vraiment pas pourquoi ça toucherait à la notion d'exactitude, qui est une notion assez intuitive, certes, mais quand même assez précise. Donc ici, ça n'a rien à voir avec l'exactitude au sens de base. Je ne sais pas si c'est ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'idée d'exactitude. L'idée d'exactitude, ça veut dire qu'il y a des choses qui coïncident. Alors, à ce moment-là, c'est une notion très générale, mais faut pas, non, je pense que la théorie qui est là, elle manque d'une espèce de borne, de limite, qui préciserait parmi tout ce qui peut se dire en termes de limites et de colimites, qu'est-ce qui mérite d'être appelé exactitude. Autrement, pour moi, tel que c'est très bien, ça marche. Ça marche d'autant mieux que ça marche tout le temps. C'est-à-dire, ce procédé nous donne est un outil, c'est la théorie des esquisses, hein, avec les théories d'extension de Kahn, etc. Mais ça marche justement tout le temps. Et je veux pas qu'on appelle, enfin, je veux pas, ça me défrise, quoi, d'appeler ça théorie formelle d'exactitude, puisqu'il n'est pas question explicitement de quelque chose qu'on appellerait l'exactitude. Tu vois, c'est ça mon souci. Bon. Oui, tu peux réfléchir sur non seulement exactitude qui pose problème. Oui. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus. Hein, je vais faire part de mon sentiment. Oui, non, mais c'est justement parce que, si tu veux, c'est paradoxal. C'est pas une critique de ce que tu fais. Hein, c'est une critique de l'appellation. Et au contraire, le fait que tu le fasses par ces moyens-là, je trouve ça super. Et bon, voilà. Alors le dernier point de ce que je voulais dire, c'était sur le fait très important d'arriver à donner justement des versions très explicites avec les belles formules que tu as écrites, très grosses là, d'arriver à cette explicitation. Hein. Et ça, je pense que c'est vraiment très très bien, quoi, très bon. Je veux dire, dans les exemples, c'est bien de voir comment ça marche. Toutefois, ça relève d'une question qui est comment peut-on faire, parce que techniquement parlant, ça revient à ça, pour décrire explicitement les extensions de Kahn qui sont en jeu dans ces constructions.
en général. Alors, c'est ce que tu arrives à faire. Tu arrives à le faire. Tu arrives à bien décrire les éléments, les termes, etc. Bon, là, je voudrais quand même signaler un genre de résultat que j'ai obtenu dans le temps. C'est la fameuse construction c'est la construction de ce qu'on appelle le diagramme localement libre. C'est-à-dire, dans une situation du genre A inclus dans B, il n'y a pas forcément d'extension de Kahn, mais il y a des choses un peu plus compliquées qui se calculent un peu comme les extensions de Kahn. Mais c'est un théorème que j'avais fait avec Christian Lair. Mais j'en ai fait ensuite une autre version avec Mathias Garner vers ça. C'est pour ça que je parle de tout ça. Version dans laquelle, justement, la nouveauté par rapport au travail avec Lair, c'est une description explicite des termes, justement. C'est-à-dire une description explicite des termes et des relations, etc. Donc, je te signale cet outil, si tu veux, qui essaye de décrire les termes dans ces constructions très générales. Hein. Voilà. C'est une. Ok, merci beaucoup. Je vais aller lire ça. Merci René. Bon, de rien. Pardon, mais oui, j'imagine que je trouverai facilement l'article. Comment? Oui, il est sur mon site de toute façon. Hein. Oui, déjà, mais l'article dont je parle avec Mathias Garner c'est un exposé qu'on avait fait au colloque de catégorie de Tours, un colloque international de catégorie de Tours. Et il est paru après, je ne sais plus très bien où, mais je peux te l'indiquer si tu veux. En tous les cas, on le trouve sur mon site. Il doit être dans les années 95, 80, par là, vers 1995. Ouais. Mais je peux te l'envoyer si tu veux. Je peux te l'envoyer. Oui, ça va. Envoie-moi un mail et je te le renvoie. Oui, ok, ça va. Ouais. Merci beaucoup. Très bien, merci à tout le monde. Alors, d'abord, merci. On va prendre une petite pause de 10 minutes. On aura 10 minutes de retard sur le schéma, mais c'est pas grave. Et on va en profiter avec Zoura pour mettre en place son exposé à lui. Et pour les autres, pour prendre un petit café, faire un tour dehors, etc. À tout à l'heure.